Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? Tout va très bien, fidèle au poste et heureuse de vous retrouver. Mais nous aussi, et puis en plus, là, on parlait la semaine dernière du printemps, et là, le printemps se révèle avec le week-end que nous avons eu. C'est merveilleux. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler rupture conventionnelle. On va parler rupture conventionnelle, donc on n'avait pas encore abordé le droit du travail, c'est Oui, l'occasion. c'est un gros volet. Euh, c'est un gros volet, un volet pas simple, une matière difficile parce que de nombreux textes, une inflation de textes, mais comme dans de nombreuses matières. Et puis, le Code du travail et en parallèle les conventions collectives. Donc, ça ne simplifie pas toujours. Donc, aujourd'hui, on démarre doucement avec la rupture conventionnelle. Oui, c'est Alors, quelque pourquoi chose d'assez récent, non? c'est 2008? quelque chose de récent, 2008, effectivement. Un mode de rupture qui n'était absolument pas envisagé jusqu'en 2008. Donc, les seuls modes de rupture, c'était soit la démission, soit le licenciement. Alors, bien entendu, on aurait pu parler de retraite ou autre, mais les principaux, démission ou licenciement. Là, cette rupture conventionnelle va permettre tant à l'employeur qu'aux salariés, attention, j'insiste, salariés en contrat à durée indéterminée. Ça n'est pas prévu pour les CDD, cela se conçoit, le contrat à durée déterminée n'est pas prévu pour durer. Donc une rupture qui ne concerne que les salariés en CDI. Cela va permettre à ces salariés de convenir avec l'employeur d'un commun accord d'une rupture du contrat de travail. Donc, on est véritablement sur un mode amiable de rupture de ce contrat de travail. Donc, quels sont les salariés concernés et les conditions de cette rupture? Parce qu'on en entend de plus en plus parler de cette rupture conventionnelle. Oui, alors les salariés concernés, comme je vous l'indiquais, les salariés en CDI, pas les salariés en CDD, contrat à durée déterminée. Concernant les conditions, elles sont dans la définition finalement. Rupture d'un commun accord. Donc il me faut ce commun accord de l'employeur et du salarié. Aucun des deux ne doit imposer à l'autre. Donc c'est véritablement quelque chose de négocié, de consenti. Cette rupture ne sera pas toujours possible. Elle serait interdite dans la mesure où elle a été consentie, conclue dans des conditions frauduleuses. On a cherché à nuire aux salariés ou à l'employeur. Oui. On a Ah. fait pression sur lui, par exemple. On essaie de le Euh, conduire dans un piège, voilà. voilà, harcèlement moral, donc là, elle sera annulée par le Conseil des prud'hommes, ou encore lorsqu'on cherche à détourner une réglementation applicable, par exemple en matière de licenciement pour motif économique. Donc, dans D'accord. ce contexte, cette rupture conventionnelle ne serait pas permise. Et quelle est la procédure alors? Alors, la procédure, un entretien minimum, à minima, un entretien avec l'employeur. Si possible, j'ai envie de dire deux entretiens. C'est-à-dire que alors, ce serait parfaitement possible de n'envisager qu'un entretien, et cela impliquerait que l'on discute et qu'en fin de discussion, on signe immédiatement. Donc, pour ma part, je préfère qu'il y ait deux entretiens. C'est un choix que j'ai fait en tant que juriste. À minima, on peut se contenter d'un seul entretien, employeur et salarié, duquel on va définir les conditions de la rupture, c'est-à-dire l'indemnité à envisager, et puis la date de fin de contrat. Lors de cet entretien, et l'employeur qui convie à l'entretien va devoir informer le salarié, lors de cet entretien, le salarié peut être assisté, soit par un personnel de l'entreprise, soit par celui qu'on appelle le conseiller du salarié, donc une nouvelle catégorie de personnes qui interviennent pour les salariés. Donc le salarié doit être informé de ses droits à être assisté. L'employeur, de son côté, pourra être assisté, soit de la même manière par un membre du personnel ou encore une organisation syndicale, un membre d'une organisation syndicale. Et doit-on rédiger une convention de rupture? Oui, tout à fait. Alors, cette convention de rupture, j'ai envie de dire, on a ce que j'appelle le CERFA, on a un CERFA à renseigner. On peut se contenter de ce document que l'on va renseigner. On peut en parallèle rédiger une convention de rupture. Pourquoi cette convention? Bien parce qu'elle permet de fixer des choses, notamment la date de fin de contrat,
notamment l'indemnité à verser. Et puis, bien sûr, elle doit être signée de part et d'autre, côté employeur, côté salarié. Donc, on aura une convention en triple exemplaire, et je vais expliquer pourquoi en triple exemplaire. Une pour le salarié, une pour l'employeur et une qui sera ensuite adressée à ce que l'on appelait précédemment la direction du travail et de l'emploi. Avant encore l'inspection du travail, aujourd'hui on l'a rebaptisée la DRETS. Donc on devra adresser cette convention à la DRETS. Alors à partir du moment où la convention a été signée, le salarié et l'employeur disposent d'un délai de rétractation de 15 jours. C'est-à-dire que pendant 15 jours, on ne peut rien faire. On ne peut pas envoyer cette convention à la direction de l'emploi, à l'adresse. On doit attendre l'écoulement de ces 15 jours. 15 jours calculés en jours calendaires, c'est-à-dire que ce sont tous les jours du calendrier qui vont être pris en considération. Si le délai de 15 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, on va prolonger d'une journée supplémentaire. Et que se passe-t-il alors à l'issue de ce délai de 15 jours? Alors, à l'issue de ce délai de 15 jours, si l'employeur et le salarié sont restés sur cette volonté de rompre le contrat, on doit adresser, soit l'employeur, soit le salarié, pourquoi pas les deux, doivent adresser la convention à l'adresse de manière à ce que celle-ci homologue la rupture conventionnelle. Je ne parle pas d'autorisation, je parle d'homologation. Je traite simplement aujourd'hui des salariés non protégés. On aurait eu un salarié protégé relevant du comité social économique, par exemple, on aurait eu une autorisation de rupture. Là, pour un salarié lambda, pas d'autorisation, mais une homologation. Donc, l'adresse a 15 jours pour se positionner, pour homologuer. Elle peut refuser d'homologuer parce que le dossier a été mal monté, parce que l'indemnité a été mal calculée, ou bien au contraire, homologuer ou ne rien dire. À l'issue de ce délai de 15 jours, ouvrables cette fois pour l'adresse, à l'issue de ce délai de 15 jours, si elle n'a pas donné de réponse, cela vaut homologation. D'accord. Est-ce que le salarié a droit à une indemnité de rupture? Ça existe, ça? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il aura droit à une indemnité de rupture qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Donc, on part sur cette indemnité. Et tout à l'heure, je faisais référence aux conventions collectives. À partir du moment où on n'est pas soumis à une convention collective, c'est le droit du travail qui s'applique, le code du travail. Et on a une indemnité légale de licenciement. C'est celle qui sera appliquée à la rupture conventionnelle. Cette indemnité varie bien sûr en fonction de l'ancienneté. Lorsqu'on a 6 mois d'ancienneté et 30 ans d'ancienneté, le calcul, le résultat ne sera pas le même. Et elle varie également en raison de la rémunération du salarié. Donc, concernant l'indemnité légale de licenciement, on va devoir déterminer ce que l'on appelle le salaire de référence. Donc, ce salaire de référence, on va rechercher quel est le salaire le plus intéressant en faisant la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut, donc un 12e retenu, ou au contraire, sur les 3 derniers mois, un tiers retenu. S'il y a une prime, on applique au prorata. Donc, si on a un 13e mois, on appliquera au prorata pour déterminer quel est le salaire de référence. Une fois que l'on a trouvé ce salaire de référence, l'indemnité sera de 1/4 de mois de salaire de référence brut par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans. Et au-delà de 10 ans, ce n'est plus 1/4 de mois de salaire de référence brut, mais 1/3 de mois de salaire de référence brut par année d'ancienneté. Donc, quelqu'un qui aurait 13 ans d'ancienneté recevrait 1/4 fois 10, plus 3, 1/3 fois 3 pour les 3 années au-delà de 10 ans, par exemple. Étant précisé que cette indemnité n'est en principe pas imposable à partir du moment où on reste soit sur l'indemnité légale, soit sur l'indemnité conventionnelle. Dès lors que l'on dépasse, elle est susceptible d'être imposable.
Et puis, le salarié qui a bénéficié d'une rupture conventionnelle pourra bénéficier des allocations chômage sous réserve d'être dans les clous, de remplir les conditions. Marie-Christine, on vous sent passionnée par ce sujet-là, non? Partout. Alors, le droit du Droit du travail, oui. travail, oui. Le droit civil également, le droit commercial également. Donc, dès lors que je fais du droit, je suis heureuse. Et nous sommes heureux de vous entendre parce que ce sont vraiment de précieux conseils. Marie-Christine, on a une idée du sujet de la semaine prochaine? Alors, j'ai eu une idée du temps de midi, vous me direz si vous validez. Je vois souvent passer des arnaques sur Internet. Et là, Mm. j'avais une amie qui m'alertait, une nouvelle arnaque où on se fait passer pour un banquier et puis on vide le compte de la victime. Donc, je me disais, alors ce ne sera pas tout à fait du droit, mais peut-être plus des conseils. Ce sera toujours orienté un petit peu juridique, quoi qu'il en soit. Mais quels conseils apporter pour éviter d'être arnaqué en ligne, tout simplement? Ouais, c'est une très bonne piste, ça, pour lundi prochain. Vous êtes partante? Ah, mais bien entendu, avec grand plaisir. Eh bien, bonne semaine à tous Bonne semaine, à très et à bientôt. très Au vite. revoir. Merci. Au revoir.